Bonjour, nous allons avoir deux vidéos sur le cycle du carbone. Donc cette première partie, eh bien, dans cette première partie, nous allons nous poser la question de est-ce qu'on peut réellement prévoir l'évolution des climats? Puisque quand on regarde ça sur Internet, on a l'impression qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques. En tout cas, on trouve beaucoup d'articles de climato-sceptiques, beaucoup de vidéos de climato-sceptiques. Et en réalité, le monde scientifique a reconnu et a démontré la relation entre l'activité humaine et l'évolution des climats actuels. Et donc le réchauffement climatique est effectivement lié à l'activité humaine. On va en parler dans les minutes qui viennent. Donc en réalité, ce nombre de climato-sceptiques n'est pas si élevé que cela au niveau des scientifiques. Loin de là, il y a très très peu de scientifiques qui prennent cette voie-là. Souvent, c'est des scientifiques un petit peu en mal de reconnaissance, on va dire. Et donc, on a un effet loupe ici, lié notamment aux algorithmes et puis à la recherche du buzz. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui sont à la recherche du buzz, donc, mais seulement ça pose un certain nombre de problèmes, puisque certains de ces climato-sceptiques peuvent être à des niveaux de pouvoir extrêmement importants. Je pense ici, par exemple, à Trump, qui était un climato-sceptique notoire. Bush aussi l'a été, et ça a freiné un certain nombre de décisions internationales par rapport au climat. Donc c'est important que vous ayez quelques billes pour comprendre cette notion de climat et pour comprendre que effectivement on est en mesure de prévoir les climats des années à venir et qu'on est en mesure d'affirmer que l'homme a effectivement un impact très important sur ces climats et sur cette évolution, et donc un grand rôle à jouer. D'abord, il ne faut pas confondre climat et météo. Ça, c'est l'un des premiers arguments de climato-sceptiques sans culture scientifique. Il fait froid, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Donald Trump l'a utilisé assez régulièrement, malheureusement, malgré ses conseils scientifiques qu'il avait forcément. Eh bien, c'est un argument qui est repris ici et là. Alors, je voudrais vous montrer que climat et météo, ça n'a rien à voir. La météo, c'est une prévision sur du court terme, moins d'un mois. Et puis dès qu'on dépasse la semaine, eh bien, on a une incertitude extrêmement importante. La météo va nous dire en 2017, à tel endroit dans le monde, il faisait 30 degrés et c'était à telle date. En 2020, à cette même date, au même endroit, il ne faisait que 15 degrés et il y avait de la pluie. Est-ce qu'on peut pour autant en conclure qu'il n'y a pas de réchauffement climatique? La réponse, c'est non. Ici, on est sur la notion d'aléa météo. Maintenant, ce que regardent les climats, c'est une globalité, une température globale au niveau de la planète, ou au niveau de régions particulières au niveau de la planète. Et cette analyse des climats se fait par la description statistique de fluctuations connues et prévisibles. Par exemple, vous êtes tout à fait capable de dire qu'en janvier 2023, il fera plus froid chez nous qu'en juillet 2023. C'est prévisible. On connaît cette fluctuation-là. Donc le climat va nous dire, ben, par exemple, à tel endroit sur notre planète, il y a 140 000 ans, il y avait des mammouths et des sols gelés. Et actuellement, au même endroit, eh bien, il y a des surfeurs et on est en 2020. Alors comment c'est possible? Eh bien, on a des changements, on a eu un changement climatique. On a eu une montée des eaux et puis des changements de température. Donc le climatologue va prévoir ce qui est prévisible. Il ne va pas lire dans une boule de cristal. Non, il va partir d'éléments connus pour prévoir. Qu'est-ce qui est connu? Par exemple, une grandeur statistique prévisible, ça serait l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est connu. Les variations cycliques du Soleil, c'est connu. Et vous verrez, tout à l'heure, je vous décrirai un certain nombre d'autres éléments statistiques prévisibles qui permettent aux climatologues de prévoir ce qui va se passer et de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de notre planète. Donc les climatologues vont être capables de modéliser les climats selon déjà ce qu'ils ont compris du passé. Et puis à partir de ce qu'ils ont compris du passé, ils vont pouvoir remonter encore plus loin dans le passé et ils vont pouvoir aussi comprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc ils comprennent les fluctuations
de certains paramètres au niveau de notre planète. Ils observent des fluctuations, par exemple, de température globale. Ils vont faire des analyses à hauteur de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans, de 100 000 ans, d'1 million d'années, de 100 millions d'années. Donc il va y avoir des indices, des témoignages, des indicateurs qui vont leur donner des pistes, qui vont leur permettre de comprendre les fluctuations passées. Et grâce à ces fluctuations passées, on est capable de comprendre les fluctuations à venir en fonction de l'activité humaine, tout simplement. Prenons un exemple de variable. Les climatologues vont s'intéresser par exemple à la température globale sur la planète, une température qui a évolué de quelques dixièmes de degrés depuis le 19e siècle. Alors on peut dire quelques dixièmes de degrés, c'est pas grand-chose, mais en fait c'est énorme. C'est énorme. Si on dépasse dans quelques années 1,5 à 2 degrés par rapport au 19e siècle, on va littéralement vers le mur pour un certain nombre de problématiques environnementales et donc humaines. On en a parlé au niveau du changement global, sur les vidéos concernant le changement global. Autre élément auquel s'intéressent les climatologues, c'est le niveau de la mer, la quantité de glace d'eau douce sur notre planète, puisque c'est intimement lié, le niveau de la mer et cette quantité de glace d'eau douce. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont analysées, qui sont comprises. Il y a des fluctuations qui sont connues, et à partir de ces éléments-là, on peut prévoir les fluctuations à venir. Alors pour comprendre les variations climatiques au niveau de notre planète, il faut bien avoir en tête qu'il y a plusieurs éléments qui vont influer sur ces climats. Ces éléments, on les appelle des composantes du système climatique. On y trouve les masses d'air, les masses d'eau, les courants marins, les glaces, les surfaces continentales, la biodiversité, notamment la végétation. Tout cela va influer sur le système climatique et sur les climats. Exemple, au niveau de la forêt amazonienne, une énorme forêt, vous avez des arbres qui vont transpirer énormément, libérer de l'eau, et vous allez avoir une grande quantité, une forte humidité dans ces zones-là, et donc vous allez avoir des climats qui seront des climats humides. Et on a donc des climats qui sont définis par ces composantes. Alors, ces composantes vont échanger entre elles de l'énergie, vont libérer des gaz à effet de serre, vont en absorber, et donc on va avoir des variations de flux qui sont mesurées, qui sont mesurables, qui sont estimées et qui vont correspondre en fait à des variations de climat. Si je reprends les masses d'air et les océans ainsi que le lien entre l'air et la température des continents, eh bien vous avez ici une triplette qui permet d'expliquer les climats océaniques, les climats continentaux, etc., etc. Donc vous voyez bien que on a bien ici des fluctuations de climat qui seront liées à ces composantes présentes ici. Maintenant qu'on a compris la notion de système climatique, il faut que nous comprenions la notion de forçage climatique. Alors le forçage climatique, c'est quoi? Un forçage climatique, c'est un facteur extérieur qui va jouer sur une composante du système climatique ou sur plusieurs composantes et engendrer de ce fait une variation climatique. Alors voici des exemples. Un exemple bien connu, c'est l'albédo. Lorsque vous avez de la glace, vous avez une réflexion de la lumière vers l'espace, donc de la lumière qui n'est pas conservée sur notre planète, ça veut dire que ça limite le réchauffement. Lorsque vous avez des périodes avec beaucoup de volcanisme, eh bien vous avez une atmosphère qui est plus chargée en particules, donc moins de lumière pénétrante, donc à nouveau une température qui sera moins élevée. Les cycles du Soleil, l'orbite de la Terre autour du Soleil, tout ça c'est connu, c'est prévisible. Le lien entre les gaz à effet de serre et la température, la couverture nuageuse, c'est aussi un élément de forçage climatique. La dérive des continents sur de très très nombreuses années, eh bien, ça modifie les océans, donc les courants marins, donc les climats. Et puis un élément de forçage, un animal apparu il y a peu de temps, l'homme, qui va avoir lui aussi un impact sur les climats extrêmement important, notamment en libérant de nombreux gaz à effet de serre.
Alors, la somme de l'ensemble de ces forçages va donner lieu à une variation des climats, ce qui permet à certains climato-sceptiques d'utiliser cet argument pour dire, mais regardez, il n'y a pas que l'homme qui fait office de forçage climatique, il y a d'autres éléments de forçage. Et donc l'homme n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est faux. Scientifiquement, il a été démontré, mais pas qu'une fois, pas par un scientifique, par des centaines de recherches, que l'homme est l'élément de forçage majoritaire, mais ultra majoritaire actuellement sur notre planète, et donc il est la cause, il est l'origine de la variation de température actuelle. Deuxième élément, autre argument, troisième argument de climato-sceptique, c'est de dire que le CO2, l'évolution du CO2 n'a strictement aucun lien avec l'évolution de la température. Je vous laisse aller regarder le rapport du GIEC là-dessus. Vous verrez, vous avez des courbes de CO2 et puis des courbes de température qui se superposent d'une manière absolument remarquable. C'est une évidence absolue. Mais voilà, bon, vous avez des gens qui veulent se faire mousser, qui veulent faire le buzz et qui malheureusement font beaucoup de mal à notre planète en laissant planer cette espèce de doute qui n'en est pas un, puisque c'est une réalité scientifique. On a bien lorsqu'on a une augmentation de CO2, on a une augmentation de température. Parlons maintenant de la notion de rétroaction. Je vais prendre deux exemples. Je vais reprendre mes histoires de volcans tout à l'heure. Lorsque vous avez un fort événement volcanique, une période volcanique, eh bien vous allez avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une atmosphère plus chargée en particules, donc plus de réflexion de la lumière vers l'espace, donc moins d'énergie captée. Donc on a une baisse de température au niveau de notre planète. Mais comme on a aussi une libération de gaz à effet de serre, à long terme, ce que l'on va avoir, c'est qu'on va avoir une augmentation de l'effet de serre, donc une augmentation de température. Deuxième exemple de rétroaction, l'albédo. L'albédo, on l'a défini tout à l'heure, lorsque vous avez une forte surface de glace au niveau de notre planète, eh bien vous avez beaucoup d'énergie qui est renvoyée vers l'espace. Alors que quand vous avez une faible quantité de glace sur notre planète, vous avez une beaucoup plus faible quantité d'énergie solaire qui est renvoyée vers l'espace. Et donc c'est de l'énergie qui va être captée par notre planète et qui va augmenter la température. Et donc c'est un problème parce que plus la glace fond, moins il y a d'albédo, plus la température augmente, plus la glace fond. Donc je pourrais résumer les choses de cette manière-ci. Plus ça chauffe, plus ça fond, et plus ça fond, plus ça chauffe. Le serpent qui se mord la queue. Conclusion. Un événement météo, ce n'est pas une évolution climatique. On distingue bien météo de climat. Les climats l'évolution des climats sont modélisés par les connaissances scientifiques et statistiques d'éléments fluctuants. Donc, prévoir des évolutions climatiques, c'est possible. On sait le faire et on le fait. Et on a démontré qu'il y avait un homme, enfin une espèce, l'homme, qui avait un impact considérable sur nos climats. Puisqu'il libère des gaz à effet de serre, on augmente l'effet de serre, on augmente les variations de température. Et cette augmentation de température va être extrêmement impactante pour un certain nombre de problématiques environnementales dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons dans une deuxième vidéo concernant le cycle du carbone. À très bientôt.